Bonjour, bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors aujourd'hui, donc on va poursuivre la playlist sur les bases des calculs des probabilités et aujourd'hui on va voir la notion de variables aléatoires en général et en particulier les variables aléatoires discrètes. Donc dans cette vidéo, on va juste introduire les variables aléatoires. À quoi ça sert? On va donner des exemples et on va leur associer des quantités telles que l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Alors il y aura une vidéo consacrée entièrement aux lois de probabilité des variables aléatoires discrètes et une autre vidéo consacrée aux lois de probabilité des variables aléatoires continues. Voilà. Alors, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors d'abord, c'est quoi une variable aléatoire? Donc quand vous avez un modèle probabiliste, alors un modèle probabiliste, donc c'est une expérience aléatoire. Oméga, c'est l'ensemble des éventualités et vous avez une probabilité sur oméga. Donc, une probabilité, c'est à un événement associé à une valeur. Alors, un événement, c'est une partie de l'ensemble des éventualités. Donc, par exemple, si vous lancez un dé, eh bien, les éventualités, il y en a deux, il y a P et F. Et une probabilité, c'est une application de l'ensemble des parties des P de E qui a. Voilà, donc ça, si vous avez encore des problèmes là-dedans, je vous envoie à la playlist où vous allez trouver les notions de probabilité et les propriétés, les premières propriétés des probabilités. Alors, quand vous avez une expérience aléatoire, donc chaque fois que, que l'expérience a lieu, eh bien, vous pouvez associer une valeur à l'éventualité qui apparaît. Donc par exemple, si vous avez l'expérience aléatoire consiste à choisir une boule dans une urne, eh ben, une variable aléatoire pourrait être de dire si la boule est rouge, je lui associe la valeur, donc à chaque boule, j'associe sa couleur par exemple, qui est associée à un nombre. Donc rouge, ça va être 1, bleu, ça va être 2, etc. Ou bien vous choisissez un individu dans une population et vous notez sa taille ou, ou la couleur de ses yeux. Donc tout ça, donc c'est ça une variable aléatoire. Donc c'est une application de l'ensemble des éventualités à valeur dans R. Alors, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les valeurs de la variable aléatoire, mais la probabilité que ces valeurs soient dans un intervalle donné. Donc voilà, donc c'est dans l'expérience, dans la pratique, quand vous avez une variable aléatoire, ce qui est intéressant, c'est de calculer la probabilité de toutes les valeurs, tous les événements élémentaires, tels que la valeur de la variable aléatoire soit dans un intervalle. Alors ici, dans le sens strict, mais ça peut être dans le sens large, etc. Alors un moyen de comprendre, et c'est ça ce qui s'appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire, c'est connaître ces valeurs-là. Alors ça peut être déterminé, entièrement déterminé par une fonction qui est la fonction de répartition. Donc c'est une fonction de R dans R avec fx de t, c'est la probabilité que la variable aléatoire a une valeur inférieure. Donc tous les événements pour lesquels la valeur aléatoire a une valeur strictement inférieure à t. Voilà, et si je connais
Si je connais la fonction de répartition d'une variable aléatoire, je peux connaître ces événements, la probabilité de ces événements par cette formule qu'on va démontrer. Voilà, donc une variable aléatoire, donc ce qui nous intéresse, c'est sa loi de probabilité, et la loi de probabilité est entièrement déterminée par la fonction de répartition. Alors il y a un cas particulier, donc ça c'est le cas général. Alors le cas où la variable aléatoire est discrète, c'est-à-dire que l'image de oméga est un ensemble soit fini, soit dénombrable, donc il prend que des valeurs dénombrables, et bien la loi de probabilité de x est déterminée par pi de x égale à xk, c'est-à-dire tous les événements élémentaires tels que x de cet événement égale à xk. Donc ça détermine entièrement, parce que maintenant si vous prenez un sous-ensemble là-dedans, et bien sa probabilité, ça va être la réunion de ces probabilités, puisque l'ensemble va être une réunion de xi, et donc la probabilité pour que x soit dans cet ensemble, et bien c'est la réunion. Donc pour les variables aléatoires discrètes, on n'a pas besoin de fonction de répartition, il suffit de connaître ça. Bon voilà, et donc voilà, donc c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a une quantité importante associée à une variable aléatoire, c'est l'espérance mathématique. Donc ça, si je fais la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire, que je tempère par leur probabilité. Voilà, donc ça c'est une moyenne et c'est une espérance. Donc par exemple, que si e de x est positif, ça veut dire que les valeurs de grand X qui sont positifs ont une probabilité plus grande. Et si e de x est négatif, les valeurs de x qui sont négatifs ont une probabilité plus grande. Et si e de x égale à 0, ben, il y a un équilibre entre les valeurs de grand X qui sont positifs et les valeurs de grand X qui sont négatifs. Et donc ça, dans les jeux où la variable aléatoire correspond à une perte ou un gain, calculer l'espérance mathématique permet de déterminer si le jeu est équitable, s'il est favorable. Il y aura toujours deux parties. Quelle est la partie pour laquelle le jeu est favorable? Alors on a aussi une autre quantité qui est la variance. Donc là, on essaie de voir la moyenne, donc la distance des valeurs de x à l'espérance mathématique. Et donc là, on prend un carré, donc là c'est la distance en quelque sorte. Et donc la variance, eh bien, si la variance est grande, ça veut dire que les valeurs de x qui sont loin de l'espérance mathématique ont une probabilité plus grande. Alors comme ici, il y a un carré ici, la variance n'a pas la même unité que la variable aléatoire, puisque si la variable aléatoire, par exemple, mesure des centimètres, la variance va être des centimètres au carré. Et d'abord aussi, cette quantité est toujours positive, puisque c'est la somme des x e de x fois pi, donc c'est positif. Alors on définit l'écart type qui est la racine de v de x. Alors l'écart type, il a la même unité que la variable aléatoire. Donc tout ça, on va le voir en détail. Donc là, vous avez un peu une idée de ce qu'on va voir en détail. Alors allons-y. Donc les variables aléatoires, donc comme je l'ai dit, donc quand vous avez une expérience aléatoire, vous
vous avez les éventualités de l'expérience, c'est-à-dire les différents résultats que l'expérience aléatoire va avoir. Et alors, donc, on peut associer à chaque éventualité une quantité mesurable ou non. Donc, par exemple, on choisit un individu dans une population. Alors, on peut noter sa taille, son poids ou la couleur de ses yeux. Alors, même si la quantité n'est pas mesurable, on peut la quantifier. On peut décider que si la couleur des yeux est marron, on va lui associer une valeur 1 ici, etc. Donc, on peut... voilà. Maintenant aussi, donc, quand vous lancez 5 fois une pièce de monnaie, donc l'expérience va consister à lancer 5 fois une pièce de monnaie. Donc à l'issue de l'expériences, vous pouvez définir le nombre de fois que le pile est obtenu. Donc là, les valeurs possibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Donc voilà, donc c'est ça. Alors ça nous donne la notion de variable aléatoire. Donc ces quantités, bon, ils vont dépendre du résultat de l'expérience et on peut les modéliser comme une fonction sur oméga et on les appelle les variables aléatoires. Alors bien sûr, on ne s'intéresse pas aux valeurs de ces fonctions. On essaye de déterminer les chances pour qu'ils tombent dans un intervalle donné. Donc voilà, donc, si je fais l'expérience de lancer une pièce de monnaie 5 fois et je note le nombre de piles, je peux m'intéresser à la probabilité pour que ce nombre soit compris entre 0 et 2 par exemple, ou 0 et 3. Donc voilà, donc c'est ça. Et voilà, et ça c'est ce qu'on appelle la loi de la variable aléatoire. Et la notion de loi d'une variable aléatoire est la base du raisonnement probabiliste moderne. Donc, comme vous avez une variable aléatoire, ben, il faut, pour connaître la variable aléatoire, il est important de connaître la loi, c'est-à-dire la probabilité pour que la variable aléatoire prenne ses valeurs dans un ensemble, un sous-ensemble de R donné, un intervalle ou autre chose. Et bien voilà, donc voilà la définition. Donc si j'ai un univers probabiliste, donc j'ai donc l'ensemble des éventualités avec une probabilité. Alors une variable aléatoire, c'est juste une application de oméga à valeur dans R. Alors on va adopter quelques notations. Quand j'écris ça, donc ça, x égale à A, donc ça, c'est l'ensemble des éventualités telles que x de oméga appartient à l'ensemble A. Donc je le note simplement ça. Alors pour une valeur, x égale à x, ça veut dire tous les éventualités telles que x de oméga égale à petit x. Et pour xy, on peut noter p de x compris entre xy, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour ne pas traîner des notations. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire que vous vous intéressez à la probabilité de tous les événements dans la valeur par x et dans l'ensemble A. Et là, si vous fixez un élément, donc ça, vous vous intéressez à tous les événements élémentaires pour lesquels la variable aléatoire prend la valeur x. Et là-dedans, donc ça, il faut être familier avec ces notations. Alors par exemple, je peux considérer l'expérience aléatoire du lancer d'un dé. Et donc je lance un dé, je définis la variable aléatoire la plus bête possible, c'est qui consiste à noter la valeur de la face supérieure du dé. Donc oméga, il y a 6 faces, et x, c'est juste à oméga, on associe oméga. Alors la
probabilité pour que tous ces événements sont, c'est le D n'est pas truqué. Alors P de x égale à oméga égale à 1 sixième. Donc là, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles oméga égale, eh ben, c'est une seule valeur et donc la probabilité c'est 1 sur 6. Alors, la loi d'une variable aléatoire et le mode, comment la probabilité se répartit sur l'ensemble des valeurs de x. Voilà, donc il est concrètement défini par cette fonction px de a égale à px. Donc là, on s'intéresse à la probabilité pour que la variable aléatoire prenne ses valeurs dans un ensemble. Donc si je connais ça, tout ça, ben je vais être capable de connaître la loi de la variable aléatoire. Donc c'est ça, cette quantité est importante. Alors par exemple, si je jette 2 dés successifs, voilà, donc je définis pour chaque expérience, pour chaque G, ben je définis la variable x égale à a plus b, la somme. Donc là, les valeurs de x ben, sont toutes les sommes possibles. Donc il y aura, ça va aller de 2 jusqu'à 12, les possibilités. Donc il y aura 1 plus 1, 1 plus 2, etc. jusqu'à 1 plus 6. Et ensuite, bon, ça va aller jusqu'à 6 plus 6. Donc les valeurs de x, x va prendre les valeurs de 2 jusqu'à 12. Et comme c'est discret, donc pour déterminer la loi de probabilité, on va déterminer la probabilité pour que x prenne une valeur entre 2 et 12. Alors on va faire ça dans un tableau. Donc voilà, ici on a les valeurs de la variable aléatoire. Donc 2, 3, 4, etc. Alors les couples qui les obtient, donc pour avoir la valeur 2, il faut que le premier dé dans 1 et le deuxième dé dans 1. Donc il n'y a que cette possibilité. Pour 3, il faut que le premier dé dans 1 et le deuxième dans 2. Ou bien l'inverse, que le premier dé dans 1 et dans 2. Et ici, donc, il y a, en total, il y a la probabilité pour que x égale à 2, et ben c'est la probabilité de cet événement d'avoir un 1, et la probabilité d'avoir un 1, c'est 1 sur 36, puisqu'on a 36 possibilités. Et etc. Donc là, on va avoir 2 sur 36. Ici, pour 4, on a 1, 3, 2, 2, 3, 1, donc c'est 3 sur 36. Jusque 7 où il y a plusieurs possibilités. Pour avoir 7, on a 1, 6, 2, 5, etc. Et puis voilà. Et donc voilà. Donc on a déterminé la loi de probabilité. Donc si je veux connaître pi de x égale à un ensemble A, et bien l'ensemble A, ça va être réunion de xi. Et donc c'est la somme des p de x égale à xi. Donc c'est pour cette variable aléatoire. Maintenant, je connais complètement sa loi de probabilité. Alors maintenant, une remarque, donc ça on le verra dans la vidéo prochaine. Donc ici, donc c'était accessible puisque la variable aléatoire prend que 12 valeurs et on était capable pour chacune de ces valeurs de déterminer la loi de probabilité. Alors si une variable aléatoire prend un grand nombre de valeurs, il faut chercher une formule. Et c'est alors qu'on parle de loi. Donc dans ce genre de cas, on dit que la variable aléatoire suit la loi telle. Donc il y aura la loi de Bernoulli, de Poisson, il y aura plusieurs lois. Et dans ce cas-là, Px égale à xi va être donné par une formule. Voilà, donc il y aura une formule qui permettra
de données P de x ici. Alors ça, c'est l'objet du chapitre de la vidéo prochaine. On verra les lois de probabilité des variables aléatoires qui sont classiques. Voilà, alors pour les variables aléatoires qui sont continues, c'est-à-dire qui prennent des valeurs continues dans R, il y a la fonction de répartition qui va permettre de déterminer leur loi de probabilité. Alors c'est une fonction donc, de R dans R, donc à valeur dans 0, 1, et il est donné par fx de t égale à pi de cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des oméga tel que x de oméga est strictement inférieur à t. Et donc là, je définis comme ça une fonction de R dans R. Et si je connais ces probabilités, ben je vais être capable de connaître la loi de probabilité de la variable aléatoire. Et donc, voilà, donc la fonction de répartition. Alors, quand on a une fonction de répartition, il va nous permettre de calculer l'espérance, la variance, etc. Donc ça, aujourd'hui, on ne va pas trop l'utiliser quand on reste dans le contexte des variables aléatoires discrètes, ça ne va pas jouer de rôle, mais dans les variables aléatoires continues, ça va être très important. Alors la fonction de répartition, il a trois propriétés importantes. Il est croissante au sens large, c'est-à-dire si A est inférieur à P, on a f de x de A. Voilà, sa limite A plus l'infini, c'est 1, et sa limite à moins l'infini, c'est 0. Et on a cette formule importante. Donc cette formule est très importante parce qu'il me permet de calculer la probabilité pour que ma variable aléatoire prenne ses valeurs entre A et P. Donc voilà, c'est cette formule. Alors ça, on verra, ça va nous être utile quand on parlera des variables aléatoires continues. Alors on va démontrer ces résultats. Alors d'abord, donc, si je note si A est inférieur ou égal à B, je note A égale l'ensemble des oméga tel que x de oméga est strictement inférieur à A et P. Alors on a bien sûr A est inclus dans P, puisque si x de oméga est inférieur à A, puisque A est inférieur à P, ben x de oméga va être inférieur à P. Donc A est inclus dans P, et donc la probabilité de A est inférieure à la probabilité de P. Et ça, c'est fx de petit a, et ça, c'est fx de petit p. Donc, on a montré la croissance. Alors maintenant, l'ensemble x compris entre a et p, donc ça veut dire que x de oméga est supérieur ou égal à a. Donc, il est dans le complémentaire, puisque le complémentaire de ça, c'est x oméga supérieur ou égal à a. Et strictement inférieur, donc c'est ça. Donc cet ensemble, c'est P inter C. Alors si je veux calculer pi de cet ensemble, c'est 1 moins pi du complémentaire de cet ensemble. Alors le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion, et là on passe au complémentaire, donc on a ça. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que ces deux ensembles sont disjoints, puisque x oméga appartient à P, ça veut dire que x de oméga est supérieur ou égal à P, et être dans A, ça veut dire c'est inférieur ou égal. Donc x ne peut pas être à la fois strictement supérieur à P et inférieur ou égal à A. Donc ces deux ensembles sont disjoints, donc la probabilité de la réunion, c'est la somme. Et la probabilité du complémentaire, c'est 1 moins P. Voilà. Et donc, il y aura une simplification. Donc, il restera pi de P qui est f de x de P moins f de x de A. Et donc, on a montré la deuxième formule.
Alors maintenant, il faut remarquer que oméga, c'est la réunion de ces ensembles-là. Puisque si vous prenez un petit oméga dans grand oméga, x de oméga, il est dans R, donc il est inférieur ou égal à un certain entier. Il est là-dedans. Donc on a bien, ça est inclus dans ça, mais ça c'est toujours inclus. Et ici, vous ne pouvez pas trouver un élément tel que x de oméga est strictement inférieur à moins n, quel que soit n. Donc cette intersection, c'est l'ensemble vide. Alors en plus, ces ensembles sont croissantes. Donc on a x inférieur à n est inclus dans x inférieur à n plus 1. Et donc pi de cet ensemble, c'est le sup. Donc le sup de ça, c'est pi de oméga qui est égal à 1. Mais ça, c'est le sup de fxn. Donc le sup de f de xn égale à 1. Et donc ça nous donne ça. Puisque cette fonction est une fonction croissante. Et donc ça, et là, c'est l'intersection. Donc ça va nous donner l'inf. Et on va trouver cette relation. Voilà, donc ça c'est... Bon, j'ai tenu à faire cette démonstration. Donc ça c'est important de faire de temps en temps des démonstrations, bon, pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme, comment cette fonction est définie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, comme ça vous comprenez. Alors bien sûr, on ne va pas utiliser ces propriétés ici, on les utilisera quand on parlera des variables aléatoires continues. Voilà. Alors maintenant, on reprend l'exemple précédent. Donc je prends l'expérience, le jeu de 2D et la variable aléatoire 100 et on va calculer la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Alors ça va être une fonction en escalier. Alors allons-y. Donc fx de t, alors si t est inférieur ou égal à 2, alors fx de t c'est les oméga tels que x de oméga est inférieur à t, strictement, donc c'est-à-dire strictement inférieur à 2. Et là, il n'y en a pas, puisque dans le tableau ici, la première valeur, c'est 2. Donc il n'y a pas de valeur de la variable aléatoire strictement inférieure à 2. Donc là, ça donnera 0. Donc on va trouver 0. Alors pour t supérieur à 2, c'est la même chose. Donc ça, c'est x oméga strictement inférieur à t, avec t supérieur ou égal à 2. Alors là, tous les événements sont là. Donc la probabilité, c'est 1. Et puis là, on continue. Donc il faut calculer. Alors pour t entre 2 et 3, donc le seul événement, la seule valeur de la variable aléatoire pour laquelle x est strictement inférieur à t avec t entre 2, c'est 2. Et la probabilité de 2, c'est 1 sixième. Donc vous suivez le tableau ici. Voilà. Et vous allez trouver une fonction en escalier. Et donc ça, c'est vrai pour les variables aléatoires discrètes. La fonction de répartition est toujours une fonction en escalier. Alors maintenant, les variables aléatoires discrètes, donc on a déjà parlé de ça, maintenant on va les définir. Voilà, donc une variable aléatoire discrète sur un univers probabiliste, c'est une variable qui ne prend qu'un nombre discret de valeurs, c'est-à-dire x de oméga égale à xk pour k dans un ensemble, un sous-ensemble de n. Donc ça peut être fini, ne prend qu'un nombre fini de valeurs, ou bien un nombre discret, bon, infini, mais toujours discret, c'est-à-dire indexé par n. Alors dans ce cas-là, la loi de probabilité est
déterminer si je connais ces valeurs-là, puisque tout en sous-ensemble ici va être une réunion de ces ensembles, une réunion disjointe, et donc il suffit de connaître P de x égale à xk. Et bien sûr, si vous prenez la somme de tout ça, donc ça c'est la probabilité de oméga, donc puisque c'est la réunion de tous les xk, donc c'est oméga, ça va vous donner 1. Donc les lois de probabilité, ils sont déterminés par ça, et on a cette relation-là. Voilà, alors voilà, donc pour une variable aléatoire discrète, déterminer sa loi de probabilité, donc c'est donner l'ensemble des valeurs que prend x et calculer la probabilité pour x égale à xk pour chacune des valeurs. Et la fonction de répartition, donc on n'en aura pas besoin, c'est une fonction en escalier. Voilà, donc ça, je crois qu'on est au cœur du résultat, disons, fondamental de cette vidéo. C'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Donc, une variable aléatoire discrète, il prend un ensemble de valeurs discrètes, et donc il faut le déterminer. Alors, il peut être fini, comme je l'ai dit, ou infini. Et il faut calculer pi de x. Et après, vous pourrez calculer l'espérance, la variance, etc. Voilà. Alors, si vous composez, donc là, ça peut être aussi utile. Si vous avez une fonction de R dont R et vous composez votre variable aléatoire par G, vous allez obtenir une nouvelle variable aléatoire discrète et vous avez cette formule. Alors, la variable aléatoire Y va prendre la valeur Y si la variable aléatoire va prendra X avec G de X égale à Y. Et donc, on a cette relation-là. Alors, par exemple, si je prends une variable aléatoire qui prend les valeurs moins 4 jusqu'à 4, et avec la probabilité P de x égale à 1 neuvième pour toutes les valeurs, alors si je prends la variable aléatoire valeur absolue de x, il va prendre les valeurs 0 ou 4, et P de y égale à y, pour y égale à 1, il y aura deux valeurs, deux événements qui vont donner dans les valeurs absolues de x. Il y a moins 4 et il y a moins et plus. Et donc pour 1 jusqu'à 4, c'est 2 neuvièmes. Et pour 0, c'est 1 neuvième. Il y a une seule valeur. Donc voilà, en utilisant cette formule-là. Donc P de valeur absolue de x égale à 1, c'est P de x égale à 1 et plus P de x égale à moins 1. Et on a cette valeur. Et pour au carré, c'est la même chose. Donc pour que pour que x carré soit égal à 1, il faut prendre x égale à 1 et x égale à moins 1 et ajouter les probabilités. Donc, voilà. Et maintenant, on arrive à la notion fondamentale associée à une valeur aléatoire qui est l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique pour les variables aléatoires, c'est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire que je tempère avec la probabilité. Donc là, on fait la somme des x fois la probabilité que la variable aléatoire prend la valeur x. Donc ça, c'est une moyenne. Alors bien sûr, si la variable aléatoire prend un nombre fini de valeurs, cette somme est bien définie. Sinon, s'il prend, si les xk sont une suite, ici
étudie la convergence de la somme. Est-ce que ça converge? Ça va être la somme de la série associée. Alors, bien sûr, ici, donc, ça va dépendre que des valeurs que ça prend. Donc, on a cette relation. Donc, puisque pour les autres, les valeurs qu'on sont pris, la probabilité c'est 0. Et donc, on a cette formule. Là va l'espérance mathématique et l'un des concepts les plus importants en théorie des probabilités. Alors, c'est dans les jeux de hasard que le mot espérance trouve son origine. Alors, en effet, si x, si vous avez une variable aléatoire à la suite d'un jeu qui désigne l'apport ou la perte, donc si vous jouez, donc vous allez, si un événement a lieu, vous allez gagner quelque chose, et si cet événement n'a pas lieu, vous allez perdre. Donc, l'espérance mathématique de cette variable aléatoire va déterminer est-ce que ce jeu est équitable ou non. Donc, si vous trouvez que e de x égale à 0, donc ça veut dire que les valeurs de x positives, c'est-à-dire ce que vous gagnez, ils ont, disons, la même probabilité que les valeurs de x négatives, ce que vous permet, donc c'est équitable. Si c'est positif, ça veut dire que dans cette formule-là, les valeurs de x positif, la probabilité est plus grande que les négatifs, et donc voilà, donc vous allez gagner, donc c'est un jeu favorable. Et si e de x est négatif, c'est-à-dire les valeurs de x négatifs ont plus de chances d'apparaître, donc le jeu est défavorable. Alors on va voir donc il y a deux joueurs qui jouent à un jeu. Voilà, il y a K et H. Alors tous les deux, ils vont miser la même somme, donc ils vont poser une somme d'argent, M, et ils vont lancer n fois 2 dés. Alors, si pendant cette expérience, donc ils lancent 2 dés, si pendant cette expérience, n fois, il y a au moins une paire, alors une paire, ça veut dire que les 2 dés on met la même valeur, c'est-à-dire on a 1, 1 ou 2, 2 ou 3, 3. C'est H qui emporte la mise. Donc, c'est-à-dire tous les deux, ils vont miser une somme. Si ils vont lancer les dés n fois, s'il y a une paire qui apparaît au moins une fois, eh bien, H va prendre la mise, c'est-à-dire il va prendre 2 fois n. Sinon, il va perdre. Sinon, c'est Khalid c'est K qui va prendre la mise. Alors, on va voir est-ce que ce jeu a pour les valeurs de n égale à 2, n égale à 4, on va voir pour quelle valeur de n le jeu est favorable à l'un ou à l'autre. Alors, on va noter m, le montant de la mise commune. Donc, la variable aléatoire x, donc c'est ce que h va gagner. C'est la valeur que, alors ax, donc on va prendre deux valeurs, c'est 2m ou moins m. Soit il va prendre la mise, il va gagner 2m, soit il va perdre, c'est moins m. Donc cette valeur aléatoire, le montant du gain de h, c'est 2m ou moins m. Et on va calculer l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Donc il prend 2m moins m. Alors cet événement A, x égale à 2m, donc x égale à moins 2m, c'est le complémentaire. Alors ici, c'est le complémentaire de A. Et on a donc l'expérience, c'est 2m fois pi de ça, moins m fois pi de A bar. Alors c'est quoi cet événement x égale à 2m? C'est quand dans x va être égal à 2m si dans les n lancés, il y a au moins une paire qui apparaît.
Et A bar, c'est l'événement aucune paire n'apparaît. Donc on va calculer pi de A bar. Il est plus simple à calculer pi de A bar que de calculer pi de A. C'est-à-dire calculer la probabilité pour qu'il n'y ait qu'aucun paire n'apparaisse. C'est-à-dire dans les deux lancers, on n'a pas un 1 ou 2, 2 ou 3. Il n'y a que deux valeurs différentes. Donc on a cette formule et on va calculer alors pi de A bar, puisque les événements sont indépendants, c'est pi de la probabilité pour avoir pour ne pas avoir de paire, c'est-à-dire les couples PQ avec P différent de Q, il y a 30 possibilités sur 36. Donc ça, et puis on répète ça 5 fois, donc c'est 30 sur 30, 36 fois n à la puissance n. Ça nous donne ça. Donc pour n égale à 2, on a e de x égale à moins m sur 12, on remplace ici. Voilà. Et donc le jeu il n'est pas favorable à H. Il est favorable à l'autre, puisque l'espérance. Par contre, pour n égale à 4, on a cette valeur, et donc le jeu n'est pas équitable, il est favorable. Alors ça, c'est important parce que si vous regardez l'expérience, si on vous demande de jouer à ce jeu-là, à première vue, vous n'avez aucune idée sur est-ce que ce jeu il est équitable ou non, est-ce qu'il vous est favorable ou non. Et donc, en fait, c'est le calcul de l'espérance mathématique qui va vous dire si... voilà, donc c'est pas intuitivement, vous ne pouvez pas deviner si ce jeu est équitable ou non, ou s'il vous était favorable ou défavorable. Donc c'est le calcul de l'espérance mathématique qui détermine ça. Voilà, donc c'est ça dans les expériences du jeu, l'espérance mathématique. Donc quand on vous demandera de jouer à un jeu où vous gagnez et vous perdez avec des probabilités, ben, il est préférable de calculer l'espérance mathématique pour savoir si le jeu il vous est favorable ou non. Alors un autre calcul, donc on a un dé truqué. Alors vous avez les faces 1 et 2 sont équiprobables, c'est-à-dire la P de 1 égale à P de 2. La face 3 est deux fois plus probable que la face 1, c'est-à-dire P3 est deux fois P1. Les faces 4 et 5 sont équiprobables, c'est-à-dire P de 4 égale à P sur 1. Et ont 3 fois la chance d'apparaître que la face 1. Donc P de 4 égale à P de 5 égale à 3 fois P de 1. Et la face 6 est 4 fois plus probable que la face 3. P de 6 égale à 3 P3. Voilà, et on va jouer avec ce dé. Donc en jouant deux fois de suite, on décide que ce jeu va vous faire gagner une somme S si les faces 1, 2 ou 3 apparaissent. Vous n'allez rien gagner si 4 et 5 ne rapportent rien. Et enfin, la face 6 fait perdre un. Vous perdez un derrière si lors de ces deux G, l'un ou l'autre, la face 6 apparaît. Donc ça va être comment? Donc vous jouez. Si lors d'un lancer, la face 1, 2 ou 3, donc vous allez gagner S. Si 4 et 5, bon, n'apporte rien du tout. Et si la face 6 apparaît, donc vous allez perdre un dia. Donc cette variable aléatoire, donc, que vous avez, donc les valeurs qu'il va prendre, il va prendre 2S, puisque vous pouvez gagner au premier et au deuxième si 1, 2, 3 apparaît. Donc 2S. 0.
Si 4 et 5 n'apportent rien, donc vous allez gagner 0. Et vous allez perdre si la face 6 apparaît, donc vous allez perdre soit moins 1, soit moins 2, ça dépend que. Et puis vous pouvez avoir aussi la situation dans un G, dans un lancer, vous avez S et l'autre vous avez 6, donc vous allez S-1. Voilà. Donc on va savoir est-ce que ce jeu est équitable avec les propriétés du dé. Alors commençons d'abord par déterminer les probabilités de chaque événement. Alors on a vu que P1 et P2 sont probables, P3 est 2 fois de chance d'apparaître que P1, P4, P5 égale à 3 P1 et P6 égale à 4 P3. Alors je sais que la somme égale à 1. Donc ici je vais garder P1, donc là je vais avoir P1, alors plus P2 qui est égal à P1, donc ça fait 2 fois P1, plus P3, alors P3 c'est 2 fois P1, donc ça fait 4 P1, plus P4, alors P4 égale à 3 fois P1, donc ça fait 7, P5 ça fait 3, donc ça fait 10, et P6 c'est 4 fois P3, et donc 8 fois P1, donc ça fait 18, P1 égale à 1. Donc je vais avoir P1 égale à P2 égale à 1 sur 18, et puis bon, les autres je les obtiens par les valeurs. Alors nous allons calculer E de X. Alors, les valeurs prises par la variable aléatoire, donc c'est moins 2. Donc vous allez perdre 2 dirhams si lors du premier lancer le D6 apparaît et l'autre 6 apparaît une deuxième fois. Vous allez perdre 1 dirham si le D6 apparaît lors des lancers, et dans les autres cas il n'y a que 4 et 5 qui ne rapportent rien. Donc c'est ce genre de situation. Vous n'allez rien gagner si 4 et 5 apparaissent, c'est-à-dire ça. S-1, donc S apparaît quand les D1 et 2 apparaissent, et moins 1 lorsque 6 apparaît, donc ça va vous donner ça, toutes les possibilités, soit 1 dans le premier et 6 dans le deuxième, soit l'inverse, etc. Et vous allez avoir S, c'est-à-dire si 1 et 2 apparaît, et 4 et 5 qui ne donnent rien apparaissent au premier ou au deuxième. Donc, les possibilités. Et 2S si 1 et 2 apparaissent. 1, 2, 3 apparaissent dans les deux lancers. Et voilà, et donc pour calculer P de X égale à XI, donc P de X égale à XI, c'est P de 6 fois P de 6. Donc ici, P de 6, c'est 4 sur 9, fois 2, donc ça fait 16. Ça fait 16 fois 81 ici, je crois. Ouais, 81. Et puis voilà, donc vous utilisez, c'est la probabilité de ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça c'est probabilité de 4 fois probabilité de 6, etc. Et donc vous avez là la probabilité de P de X égale à XI, et vous pouvez calculer l'espérance mathématique en faisant la somme des P de XI fois les valeurs, et vous allez trouver ça. Et donc le jeu est équitable si 4S-8 égale à 0, c'est-à-dire S égale à 2 dirhams. Et voilà, si S égale à 1 dirham, le jeu est défavorable. Et si S est supérieur à 2 dirhams, le jeu il est favorable. Voilà. Alors, pour les variables aléatoires composées, la probabilité, c'est ça, c'est les G de X, P de X égale à X. Bon, à cause de ces deux formules. Voilà, donc si vous avez
composé. Donc c'est ça cette formule est très utile dans les calculs. Alors la variance, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. Donc d'après cette formule, c'est la somme des xi e de x au carré, p de x égale à xi. Donc c'est ça la variance. Alors comme je l'ai dit au début, la variance, bon, il est positif, c'est clair, puisqu'on a des carrés ici. Et son unité, c'est le carré de l'unité de la variable aléatoire à x. Alors c'est pour ça que, bon, on la note aussi comme ça. Et on a défini l'écart type. L'écart type, voilà, donc c'est ça. Alors c'est une valeur élevée de la variance signifie que les valeurs éloignées de l'espérance ont une forte probabilité. Donc la variance est un paramètre de dispersion. Et donc sur des exemples, donc si je prends une variable aléatoire x égale à ça, voilà, donc l'espérance, on calcule l'espérance, voilà, donc multiplie par toutes les valeurs possibles. Et la variance, puisque ça c'est 0, bon, la variance prend les carrés de ça. Et l'écart type c'est 2 sur racine 5 de 3. Et on a ces trois formules bon, qui sont faciles à... Donc il suffit d'écrire les définitions et qui peuvent être très utiles dans les calculs. Et voilà, et donc on arrive à... Donc là, il faut retenir la notion de loi de probabilité d'une variable aléatoire, la fonction de répartition, puisqu'on la verra dans les variables aléatoires continues, la définition de l'espérance mathématique, la variance et l'écart type dans le cas des variables aléatoires discrètes. On verra pour les variables aléatoires continues, ben, on va remplacer la somme par des intégrales. Voilà, et donc on aura des quantités analogues. Et je vous remercie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.